Bonsoir à tous, donc Mathieu Desprier, donc je suis ingénieur en informatique depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans une start-up télécom pendant 9 ans, ensuite j'ai travaillé pour Octo Technologies pendant 5 ans. J'ai fait pas mal de projets Big Data d'ailleurs pour Octo Technologies. Et depuis début 2015, j'ai monté avec un autre ancien d'Octo, Blue DME, qui est une société qui se focalise sur la notion de valorisation et de monétisation des données. Et ce soir, je vais vous parler un peu d'une de nos technologies qu'on projette d'open sourcer d'ailleurs, qui s'appelle le DEX, le Data Exchange Platform. Donc BlueDME, BlueDME pour les plus anglophones. Donc aujourd'hui on est une douzaine, c'est ça, on est 12, on a fait un petit peu moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et en fait nos offres sont sur trois typologies de projets, des projets assez consulting et accompagnement sur la data science. Notre data platform dont je vais parler un peu ce soir, dont l'objectif est de simplifier et fluidifier l'accès aux données externes pour les entreprises qui qui veulent être data-driven et exploiter la donnée. Et nous avons aussi quelques missions sur la data monétisation, comment on valorise vraiment la donnée. Donc ça fait un certain temps qu'on nous parle qu'on nous dit que la data c'est le nouvel or noir. Et ben voilà, on y va. Du coup, c'est quoi la valeur et comment on fait pour valoriser la donnée. C'est aussi des choses qu'on fait. Donc ce soir, je vous parle du DEX. Donc c'est une plateforme de recherche de données pour les analystes, les statisticiens et les data scientists, conçue pour monétiser la valeur d'usage et favoriser les transactions entre entités. Je vais expliquer tout ça. Voilà. On va partir de très très haut, d'un niveau très business, parce que nous on s'adresse exclusivement aux directions métiers. Notre approche, c'est vraiment la valorisation des données, donc l'exploitation business de la donnée. Et on va partir de là, et puis après on va rentrer un peu, on va plonger un peu dans les détails, et on va finir sur quelques algos, des choses comme ça, un peu bit de gauche. Pour adapter un peu mon discours, qui ici sait se servir d'un algorithme de classification en machine learning? Ça va, j'ai pas fait des slides pour rien. C'est cool. Et on va expliquer tout ça. Commençons. Alors oui, dernière chose, il y a des questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Je peux les prendre en cours. Alors, à quoi ça sert la data? Aujourd'hui, ça sert soit à mieux vendre, plus vendre, faire un meilleur ciblage des clients, faire du pré-targeting, c'est-à-dire connaître un petit peu les appétences clients quand les clients n'ont pas encore dit j'achète demain. Faire la lutte contre l'attrition. L'attrition, c'est la résiliation de services, les clients qui partent, etc. Comprendre les parcours clients en omnicanal. Voilà, les clients qui sont plutôt web, les clients qui sont plutôt sur des parcours physiques dans des agences pour des business qui sont comme ça. Il y a aussi toute la dimension mieux opérer. Donc, par exemple, lutter contre la fraude, détecter des patterns de fraude dans le secteur bancaire ou financier ou autre. Du pricing comportemental, c'est-à-dire mieux comprendre les appétences des clients, mieux segmenter et donc faire des pricing plus adaptés, des offres de prix plus adaptées en fonction des habitudes des clients. Voire, par exemple, en assurance, on commence à avoir des offres de type PSU Drive en fonction de ta conduite, ta cotisation d'assurance va varier, donc ça c'est des choses aussi qui reposent énormément sur la data. La prédiction des sinistres, là encore c'est un sujet d'assurance. Si on arrive à mieux comprendre la sinistralité, du coup on va mieux adapter les prix des primes d'assurance et on va faire des offres un peu plus adaptées, modéliser les risques. Ça peut être des risques financiers, des risques bancaires, des choses comme ça, etc. Ça, c'est les usages de la data. C'est pour ça que être data-driven, c'est quoi? C'est faire ça. C'est mieux vendre, mieux opérer. Alors concrètement, donc pour ceux qui ne connaissent pas la data science et qui ne savent pas comment marche un moteur de prédiction, on va faire un petit détour, je vais vous expliquer ça.
comment on fait pour utiliser les données pour prédire? D'abord, on a une question business qui est: je veux mieux prédire les clients qui vont acheter. Par exemple, j'ai déjà une base client, il y a certains qui vont acheter une option supplémentaire, qui vont acheter un forfait de plus haut de gamme, ou j'ai des leads, j'ai un certain nombre de leads et il y en a un certain nombre qui sont prêts d'acheter. J'aimerais mieux prédire ça pour mieux les cibler, mieux les targeter, avoir un meilleur discours commercial avec eux. Donc j'ai une question qui est qui va acheter mon produit? Alors la data science, le machine learning, la classification, donc le machine learning c'est assez large, mais là-dedans il y a des problèmes de classification. Ça se passe selon ce modèle, c'est-à-dire qu'on va prendre des observations du passé, donc tous les clients récents, par exemple dans l'année, ou toute la dernière campagne marketing qui a eu des résultats, et donc on va repérer ceux qui ont effectivement acheté et ceux qui n'ont pas acheté. Donc c'est des 0 et des 1, c'est une classe binaire. Et on va essayer de prendre toute la connaissance qu'on a sur ces clients ou sur ces leads, et on va créer comme ça des colonnes d'informations. Mais quand je dis des colonnes, c'est beaucoup. C'est 100, 1000, on peut aller sur des milliers de colonnes comme ça, de connaissances. Alors ça peut être l'âge, ça peut être le département, où est-ce qu'il habite. Ça peut être une classe, est-ce que c'est un VIP, un pro, famille, etc. Donc un label qui vient de mon CRM par exemple. Tout un tas de valeurs. Ça peut être là un score complètement calculé en amont. Je ne sais pas la valeur d'après un modèle qui est déjà existant, sur quelle est la valeur du client, son revenu, etc. Et donc tout ça, ça forme la connaissance sur un client. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de récupérer des systèmes opérationnels existants, de sources d'origine. Donc ça peut être des bases CRM en interne, mais ça peut aussi être des bases externes. Tout à l'heure, je parlais du pay-as-you drive. Donc on fait remonter des données qui viennent de capteurs sur la voiture pour savoir comment la personne conduit, ou des données qui sont collectées par le mobile, les accéléromètres, etc. On les fait remonter, on calcule les indicateurs avec ça. On prépare ces fameuses colonnes-là, donc ça s'appelle du feature engineering. Donc on va préparer ces colonnes. Et tout l'objectif, c'est de faire apprendre un algorithme donc de machine learning, d'apprentissage automatique, pour comprendre quelle est cette fonction qui va nous permettre de prédire la variable, donc est-ce que mon client est susceptible d'acheter. Donc prédire, c'est appliquer, donc c'est prendre les observations du passé, en inférer une fonction, et essayer de l'appliquer à des nouvelles observations, des nouveaux clients, des nouvelles cibles, et voir s'ils sont potentiellement, s'ils semblent être intéressés. Donc le machine learning, c'est ça. Alors là, il y a toute une palanquée d'algo, de classification pour faire ça. Faut pas, cette notation-là, c'est pas nécessairement des algorithmes matriciels, c'est pas nécessairement des mathématiques matricielles. Par exemple, il y a un algorithme qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le random forest. Le random forest, c'est quoi? En fait, vous pouvez imaginer que ce sont comme des arbres de décision. Où on va dire, qui va dire, tiens, quand telle variable est entre 23 et 32 et que telle autre est égale à VIP ou famille, et celle-ci est égale à ça, et celle-ci est égale à ça, alors la probabilité qu'il soit appétant est de temps. Et donc on fait comme ça beaucoup d'arbres, donc une grande quantité d'arbres, qui vont comme ça voter sur une possible prédiction. Et voilà, ça c'est un algorithme qu'on appelle le random forest. Et donc tout le boulot du data scientist, en fait, c'est de préparer ces données-là en amont, donc de les nettoyer, etc., de faire de l'apprentissage sur les données existantes, puis ensuite d'essayer d'utiliser ce modèle qui a été produit pour prédire des nouvelles choses. S'il vous plaît. Oui. Et la personne qui fait ça, là, tout ceci, c'est un data analyst, c'est ça? Donc ça, c'est le job du data scientist. Oui, alors la question qui était posée, je vais la répéter. Qui fait ça? Est-ce que c'est un data analyst? En général, c'est le data scientist qui fait ça. Alors, il peut s'appuyer sur... il peut être aidé, bien sûr. Hein, quand la collecte des données est particulièrement compliquée, il va peut-être s'appuyer sur l'IT ou sur des choses comme ça. Après, quand il va essayer de mettre son modèle en production, ça, c'est tout un sujet, c'est très compliqué.
Là aussi, il va travailler avec l'IT. Mais le cœur de ce qu'on vient de voir, c'est le job du data scientist. D'accord. C'est le data scientist, c'est l'ancien data miner. C'est ça. Alors le data mining, oui, c'est ça. La data science, c'est une nouvelle étiquette sur un métier qu'on faisait déjà depuis longtemps. Il y a quand même deux choses qui ont changé. Alors, il y a des choses qui existent depuis longtemps. Par exemple, les modèles. Il y a certains des modèles de data science qu'on utilise sont basés sur de la théorie et des papiers de recherche des années 70. Donc là, voilà. Il y a quand même deux choses qui évoluent. L'accès à la quantité de données, c'est-à-dire que dans les années 90 ou 2000, faire des matrices qui ont 100 000 lignes et 10 000 colonnes, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est très facile. Voilà, c'est vraiment très très facile. C'est des big data, mais pas nécessairement. Là, on n'a pas forcément besoin de big data. C'est-à-dire que là, on peut avoir une base d'1 million de clients avec 10 000 colonnes, c'est quelques gigaoctets et c'est tout, quoi. C'est pas faramineux. En amont de ça, pour préparer, on a peut-être énormément de données de capteurs. Je parlais du PSE Drive, là, il y a énormément de données, mais on va les agréger, les préfiltrer, et au final, la data science, c'est pas des datasets gigantesques. Il y a quand même quelques grosses évolutions avec le deep learning. Donc là, c'est une autre... C'est tout un monde, le deep learning. C'est un peu moins utilisé sur ce genre de problématiques. C'est plus utilisé sur la reconnaissance d'images, de vidéos, de choses comme ça. Mais sur des problèmes métiers, de business, de classification, avec des données comme ça, hein, donc pas forcément de la classification, de la reconnaissance de forme, on va être sur des algos de ce type-là, qui sont aussi beaucoup plus faciles à comprendre pour l'analyste. C'est-à-dire que quand on produit un modèle de data science, et qu'on dit, ah bah tiens, mon super modèle de data science, il m'a prédit que tous ses clients vont être appétents à l'offre. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire, ok, ton algorithme il est peut-être super, mais il va falloir que tu m'expliques un peu quels sont les drivers derrière. En deep learning, tu es grillé, tu peux absolument pas faire ça. C'est beaucoup trop compliqué, personne ne comprend ce qui se passe au cœur d'un réseau de neurones. Ou alors, il faut avoir 3 PhD. Par contre, avec un random forest, tu peux ouvrir les arbres de décision et voir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc du coup, ça va un peu avec ta question, le process de data science, c'est souvent celui-là, à savoir que donc on a des données opérationnelles qu'on va collecter. Donc ça va être soit de l'import en masse, en one-shot, soit de l'import en flux. On va les préparer, on va faire des joins, du profiling, nettoyage, filtrage, on va modéliser. Donc modéliser, c'est... ce que je vous ai dit, préparer toutes ces colonnes, là, le feature engineering, donc préparer toutes ces colonnes de score, faire tourner des modèles d'apprentissage, sélectionner des modèles, faire tourner les modèles, les tester, ensuite les interpréter et si possible essayer de les intégrer en production. Alors le dernier point, le dernier point est très dur. Il y a beaucoup de démarches comme ça qui restent en mode data lab. Et c'est très difficile d'aller jusqu'à la prod parce qu'on manque d'outillage technique. Souvent, les données du data lab ne sont pas les données de production. Enfin, c'est très compliqué. Et alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le quotidien du data scientist, c'est de passer 80% de son temps sur des choses qui sont absolument inintéressantes. À savoir collecter de la data et nettoyer la data. C'est horriblement fastidieux, c'est écœuré d'Ogias, c'est horrible. Le boulot du data scientist, c'est peut-être le boulot le plus fun du 21e siècle, sauf que 80% c'est chiant à mourir. C'est ça le quotidien du data scientist. Et si on revient à mon truc de tout à l'heure, voilà, ça c'est super, mais il y a quand même un gros point rouge qui est que déjà manipuler les données de l'entreprise, c'est 60 à 70%, voire plus, du temps passé. Et ça, on ne parle que des données de l'organisation. Nous, notre vision, c'est que dans 10 ans, les entreprises vont s'échanger de la data pour exploiter de la data, vont s'échanger des profils, etc. C'est vers ça que nous on veut aller, c'est notre vision. Comment on fait avec des datasets qu'on ne connaît pas, qui viennent d'autres organisations, on ne sait pas comment ils ont été produits, c'est quoi leur qualité, etc. etc. Et c'est de là que vient notre produit qu'on développe, qui est un moteur de recherche intelligent de données internes et externes susceptibles d'apporter de la valeur.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en ce moment même. Donc on a 1 an et demi de R&D là-dessus. Là, on est en train de le mettre dans un grand groupe d'assurance. Ça passe en prod la semaine prochaine. À quoi ça sert? Donc ça s'adresse à des populations qui exploitent la data, donc l'actuariat, le marketing, les analyses de risque. Et l'idée, c'est de leur permettre de pouvoir exploiter des données qui viennent de différentes entités. Ils ne connaissent pas toutes les données qui viennent des différentes entités parce que c'est très compliqué. Donc ça, c'est un groupe, ils ont 4 grandes marques. C'est assez compliqué de connaître toutes ces sources de données, connaître leur qualité, etc. Et nous, on vient leur proposer en plus, donc non seulement de fédérer un peu ces différentes sources et de s'y repérer, et deuxièmement, de pouvoir exploiter des données externes qu'ils n'ont jamais vues, des données qu'ils ont déjà achetées. Enfin, voilà, par exemple, l'entité A a acheté un fichier de données auprès d'un acteur. Donc, par exemple, il y a des gens comme Pitney Bowes qui font des fichiers voilà, qui sont vendus à des assureurs. Donc voilà, donc l'entité A a peut-être acheté ce fichier, l'entité B n'est pas au courant. Donc voilà, première valeur, c'est de pouvoir de mieux partager cette donnée en interne. Et puis aussi l'open data. Donc là, depuis quelques temps, on commence à avoir une déferlante d'open data avec beaucoup de choses intéressantes et aussi beaucoup de bruit, beaucoup de déchets. Et donc là-dedans, il faut s'y repérer. Là, on parle d'environ, on a quelque chose, quand même 14 000 jeux de données en tout qui sont dans cette plateforme. Et donc, le but du jeu, c'est d'aider les analystes à exploiter correctement ces données. Donc, comment on fait pour se repérer dans 14 000 jeux de données. Donc voilà, donc, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est trouver des données qui ont de la valeur, donc de la valeur ajoutée. Donc, on peut avoir une approche à la Google sémantique. Je cherche un mot-clé, j'essaie de voir s'il y a des datasets ou des données qui sont relatives à cette sémantique. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus mécaniques qui sont de l'analyse automatique de ces datasets, quelle est leur qualité, en quoi ils enrichissent mes datasets à moi. Moi, j'ai des datasets, je suis en train de faire des études, par exemple une appétence client. En quoi ça va améliorer, tel dataset va améliorer mon score, m'aider dans mon travail. Et dans tout ce gisement de données open data, comment on fait pour s'y retrouver. Donc ça, c'est la première dimension, donc ça, c'est les grandes fonctions. Et puis notre approche, c'est celle de faire de l'échange de données entre entités. C'est-à-dire que nous, ça fait pas mal de temps qu'on fait des data lakes avec l'autre cofondateur, et on voit que, en fait, le problème des data lakes, c'est que d'une part, c'est piloté par l'IT, c'est pas piloté par les business. Donc en général, les business ne comprennent rien à ce qu'il y a dans les data lakes. C'est très long, c'est des projets longs. Et deuxièmement, sur des grandes organisations, c'est très compliqué de faire des data lakes communs où tout le monde accepte de déverser la donnée. Et notre approche, nous, c'est plutôt une approche un peu fédérale, où dire, OK, chacun conserve la propriété de ces données, conserve l'ownership sur ces données, mais par contre, nous, on va faciliter les échanges. Et quand la division, le service marketing de telle division apporte ces données à telle autre division, on va dire, ah bah voilà, là il y a eu un échange de valeur. En plus, on est capable de le mesurer concrètement avec des indicateurs, etc. Et du coup, ça c'est intéressant aussi de dire que telle entité a contribué au marketing de telle autre. Et c'est souvent des choses qui intéressent dans les grands groupes. Et nous, on croit beaucoup plus à une approche décentralisée comme ça. Techniquement, les données peuvent être au même endroit, mais une approche décentralisée de la gouvernance plutôt que d'essayer de tout mettre dans un pot commun et d'avoir une direction qui essaie de gérer tout ça. Bon, je redis un petit peu, je vais passer direct au slide suivant. Donc en recherche, oui. Alors quand il y a des données qui... Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a quand il y a des données qui sont redondantes, comment on fait pour s'y retrouver? La question est très compliquée. Alors nous, on a je vais en parler un petit peu. En fait, pour chaque jeu de données, on va stocker énormément de métadata, tout un tas de dates, quand est-ce qu'il a été produit, quand est-ce qu'il a été ajouté à la plateforme, d'où il vient, qui l'a produit, etc. Donc déjà, ce genre de choses, ça aide un peu à faire le tri. Donc ça, c'est un exemple de recherche. Bon, la recherche, aujourd'hui, c'est devenu classique. Voilà, je cherche un mot-clé.
Ce mot-clé, il va être utilisé pour trouver des datasets qui ont soit ça dans le titre, bon c'est facile, soit ça dans des tags ou dans des contenus, ou carrément, là c'est pas dans le contenu, mais nous on a déterminé que la sémantique de ce dataset était proche de ces questions d'accidentologie, et donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Pour tous les datasets, on a des indicateurs synthétiques. Là, on voit un 3,5, 1,9, là, les petites étoiles. En fait, derrière, il y a une douzaine d'indicateurs de qualité, alors de complétude, de fraîcheur. Est-ce que celui qui l'a produit, quand c'est de l'open data, est-ce que c'est une source certifiée Talab, est-ce que c'est un fichier acheté, etc., etc. Donc la question c'est est-ce qu'il y a des critères pour juger la fiabilité? En fait c'est ça, l'idée c'est de prendre tous ces indicateurs synthétiques, de les synthétiser, de dire est-ce qu'on pourrait faire confiance à ce dataset ou pas, ou est-ce qu'il est trop ancien, ou on ne sait pas d'où il vient, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est de la recherche. L'autre chose aussi c'est de l'analyse automatisée, c'est-à-dire qu'un analyste, une fois qu'il va commencer à trouver un dataset potentiellement intéressant, la première chose qu'il veut savoir, c'est il y a quoi dedans, c'est quoi ces colonnes, évidemment. Mais du coup, c'est quoi? Du coup, c'est du texte, ce sont des variables catégorielles, avec toutes les catégories. Il y a des colonnes qui sont particulièrement vides, des colonnes qui sont complètement remplies, etc., etc. Donc ça aussi, ça permet d'avoir en un coup d'œil, savoir si la donnée est potentiellement utilisable, ou si, par exemple, je suis très intéressé par l'information de Siret, il se trouve que c'est complètement vide, ce fichier-là ne m'intéresse pas, donc je passe au suivant. Et ensuite, on va rentrer dans les fonctions un peu plus avancées, qui sont un peu le cœur de notre R&D. Le premier qui est de l'enrichissement, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver des datasets qui sont en correspondance, pour faire simple, qui ont une jointure, en fait, une jointure plus ou moins stricte, donc ça peut être soit de l'égalité, soit des jointures un peu fuzzy, un peu floues, avec des approximations. Et donc je vais essayer de trouver tous les datasets qui ont des choses en commun avec mon dataset. Et ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, là j'ai un jeu de données à évaluer et je vois que j'ai un jeu de données qui parle de transactions par département. Donc il est probablement avec une jointure géographique, c'est-à-dire c'est une donnée géographique de département ou de code commune qui me permet de faire une jointure. Et voilà, et donc ça c'est probablement de l'open data que je viens de découvrir, que ce fichier-là, je peux le joindre à mon fichier avec un taux de couverture de 80%, taux de matching des lignes de 99%. 99% de mes lignes vont être enrichies par ce fichier-là, donc c'est super intéressant. Et c'est des colonnes que je peux ajouter à mon dataset, et je vais essayer de voir si ça peut m'aider. Et donc ensuite, il y a carrément l'amélioration automatique de score prédictif, c'est-à-dire que le data scientist, il prend son fichier, donc par exemple avec une variable qui est une appétence client, est-ce qu'il va acheter, il ne va pas acheter, il met son dataset. Nous déjà, on fait tourner un premier modèle, on fait un premier apprentissage de modèle ici. Donc oui, les courbes que je montre, ça s'appelle des courbes de ROC, ce sont des indicateurs de performance de l'apprentissage, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, plus la courbe elle est carrée comme ça, donc la courbe la plus nulle, c'est une diagonale, c'est complètement nul, c'est du pur random, et plus la courbe elle est carrée comme ça, et plus c'est intéressant. Donc nous on fait tourner un premier modèle, on voit quelle est la quantité d'informations qu'il y a là-dedans, et ensuite on vient chercher d'autres colonnes avec notre système de matching, on vient rajouter des colonnes, et on vient voir est-ce qu'il y a un gain d'information, et là on voit que oui, il y a un gain d'information, c'est-à-dire que j'arrive un peu mieux à prédire mon appétence client avec ces données-là, donc c'est un dataset qui est intéressant. Et on arrive carrément à mesurer, à mettre un score de gain. Et donc là, je reboucle un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cet indicateur de gain là de 13%, derrière on peut éventuellement mettre des euros et de dire voilà, c'est la valeur ajoutée. Si la conquête d'un client, c'est en moyenne 150 € d'effort marketing par client, et là j'améliore de 13%. Sur ces 150 €. Et donc voilà, on peut rentrer dans des choses de savoir quelle est la valeur de la data. Voilà, c'est ce que je raconte ici. C'est la notion de valeur d'usage. Donc en fait, on peut voir la question comme un A/B testing.
Si je ne prends pas ce dataset qu'on me fournit, quel est mon effort commercial, quelle est ma prédiction, etc. Quel est mon effort. Si je rajoute les données et que j'ai une meilleure prédiction, qu'est-ce que je gagne? Et donc l'écart entre les deux, bah, c'est la valeur de ma donnée. En termes d'architecture technique, comment ça marche? Donc en fait, ça se base sur un cluster Hadoop. C'est quelque chose qu'on met au-dessus d'un cluster Hadoop. Donc dans ce cluster Hadoop, on vient déverser la data, mais qu'on va garder structurée, par exemple par entité, par organisation, par département. Chacun va garder ses petits. En fait, on a la notion de workspace, c'est-à-dire un workspace, c'est un ensemble d'utilisateurs qui travaillent ensemble, une équipe d'analystes par exemple qui partagent des datasets. Et dès qu'il s'agit d'aller travailler avec des datasets qui sont avec des data scientists qui sont soit d'une autre équipe, soit carrément à l'extérieur, bah là on rentre dans des mécanismes d'échange entre ces workspaces. Donc ça se base, donc tout le stockage est fait sur un cluster Hadoop et le processing aussi. Toute la partie logique de processing est faite sur une brique qui est intégralement faite en Spark, Spark 2. Non. Non, j'ai déjà du mal à suivre. J'ai mis la Spark 2.0.2 qui est sortie la semaine dernière. Ça suffit. Et donc il y a une partie front, qui est une application relativement classique, une application web donc qui est faite en Scala Play, qui produit les écrans que vous avez vus, donc qui permet de gérer les utilisateurs, les échanges, les partages, montrer les résultats des statistiques, etc. Donc il y a évidemment un moteur de search qui est lié à ça, en l'occurrence Elasticsearch. Voilà, et le front est en React, parce qu'on aime bien faire les trucs un peu hype, alors on a fait le front en React. J'ai une question, toutes les sources de données qui sont déversées sont chez vous, c'est-à-dire que c'est pas vous n'allez pas ramener ça pour faire une installation chez le client. Donc la question c'est est-ce que les datas sont chez nous ou chez le client? Ça c'est chez le client. Donc en fait, ça c'est chez le client. Nous, notre vision à terme, BlueDMI, c'est de faire un marché d'échange de données qui serait dans le cloud. Le problème c'est que quand on va voir les gens et qu'on leur dit voilà, on projette de faire un marché d'échange de données dans le cloud, ils disent ah génial. Et ensuite, quand est-ce que vous mettez vos données? Ah non, moi je les mets pas. Donc on a pivoté un peu. Donc c'est la même plateforme, c'est la même technologie qu'on met plutôt dans des contextes privés. Donc du coup c'est une place de marché privée, on enlève juste le symbole euro sur le prix des datasets. Mais sinon du coup c'est une place de marché privée qu'on vient mettre sur des clusters Hadoop existants chez le client. C'est-à-dire qu'il y a toute la automatisation, il n'y a pas de distribution derrière, il y a toute l'automatisation. Donc en fait on vient se mettre sur leur cluster Hadoop. Ouais. Ah d'accord, ok, il faudra qu'ils aient... Donc ils sont sur leur cluster Hadoop. Bon, après, s'il faut monter un cluster Hadoop, on saura le faire, mais nous c'est pas notre job. Enfin, eux, ils font leur infrastructure et nous, on vient poser cette solution dessus. Voilà. Cloudera ou Hortonworks ou peu importe. On a fait des essais avec Azure aussi, Azure HD Insight. Mais vous installez vos briques au-dessus, c'est ça? C'est ça, on vient installer notre software au-dessus de ça. Ça exploite... c'est automatisé, c'est-à-dire que ça ne prend pas du temps, c'est en push-button, je veux dire. Oui, c'est assez rapide à déployer parce que c'est deux applications Java, hein, c'est deux jars en gros et un cluster Elasticsearch qui sont à côté du cluster Hadoop. Alors, que fait le Postgre? Le Postgre, en fait, il sert pour toute la dimension transactionnelle, les utilisateurs quand ils font des... Quand ils ajoutent un dataset, donc on met les données dans le cluster Hadoop, mais par contre toutes les références, les métadatas, les transactions, enfin les changements de statut, ce que fait l'utilisateur avec ses datasets, les échanges. Alors après, quand on rentre dans des mécanismes d'échange avec d'autres utilisateurs, c'est du transactionnel, donc c'est vraiment, je traque chaque échange, parce que nous on avait dans l'idée une vraie plateforme de marché. Et donc on vient comme ça échanger, donc faire du transactionnel avec cette base PostgreSQL. Alors on va rentrer un peu dans le tech. Comment ça marche? Donc la partie enrichissement, donc, qui est de comment je fais pour améliorer un modèle. Grosso modo, l'algorithme c'est voilà, moi utilisateur, j'ai un dataset à enrichir.
je le pousse à la plateforme. La plateforme, ce qu'elle va faire, le premier job Spark, ça va être d'analyser ce dataset. Donc ça utilise les data frames Spark. Et on va faire une grande quantité de statistiques pour savoir si la colonne est bien remplie, les distributions, les mines, les macs, les quantiles, enfin tout un tas d'informations statistiques dessus. Et ensuite, on va rentrer dans des phases de matching, c'est-à-dire qu'on va essayer de confronter ce dataset. Donc confronter, quand je dis confronter ce dataset, c'est confronter les clés de ce dataset avec des clés qui sont potentiellement dans d'autres datasets. Donc si par exemple mon dataset a des codes communs, si par exemple j'ai une base client avec un code postal, je vais pouvoir aller joindre tous les fichiers qui ont des codes postaux. Et donc tout un tas de fichiers géographiques qui ont des données géographiques par code postal. Si dans mon dataset j'ai un ID client, peut-être que je vais pouvoir matcher avec un dataset qui viendrait d'une autre entité, mais qui a aussi des ID clients. Ou alors, si c'est du nom-prénom, date de naissance par exemple, je vais pouvoir matcher avec un autre individu, enfin une autre ligne, mais qui concerne le même individu d'un autre dataset, avec du fuzzy matching. Si je parle d'un véhicule, peut-être que l'immatriculation elle est présente dans un autre dataset, je vais pouvoir faire une jointure. Donc en fait, on va évaluer comme ça, de manière mécanique, toutes les jointures possibles avec toutes les colonnes qui sont susceptibles d'être des colonnes de jointure. Donc ça fait... À tes souhaits, Mélie. Donc ça fait pas mal de boulot. Et ensuite, une fois qu'on a ces matchings qui sont réalisés, c'est là où on fait tourner nos modèles de classification. Donc un premier modèle de classification avec les données d'origine, un deuxième modèle de classification avec des données rajoutées, des nouvelles colonnes qui viennent du nouveau dataset, et c'est là où on va faire la correspondance et on va calculer le gain. Alors là, si vous êtes un peu technicien, vous avez vu l'enjeu. Il y a plus de 10 000 datasets là dans notre cluster, et potentiellement n'importe quelle colonne qui a suffisamment de valeur peut être utilisée pour faire une jointure, donc ça fait beaucoup de jointures à évaluer. Sur des datasets qui vont de 1000 à 10 millions de lignes. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'était un bel enjeu. En fait, on a trouvé un algorithme super marrant, si tant est qu'un algorithme puisse être super marrant, dont je vais vous parler maintenant. Ça c'est un papier de 2007. En fait, c'est la notion de synopsis. En fait, c'est comment je peux compresser l'information de toute une colonne de données, la conserver de manière très synthétique et pourtant pouvoir faire des manipulations avec, notamment faire des intersections, parce qu'une jointure c'est quoi? C'est calculer une intersection entre une colonne et une autre et savoir que ça correspond. Et de savoir comment je peux calculer une intersection très rapidement, l'évaluer, avant même de faire un vrai join complet. Et donc on a trouvé, donc c'est un algo qui existe depuis 2007 et qui est assez marrant, qui est un algorithme statistique ou probabiliste, c'est-à-dire qu'il est destructeur. Il est approximatif, mais par contre, il va extrêmement vite. Et il est en stockage de mémoire extrêmement économe. C'est un peu de la même famille que les filtres de Bloom ou que l'hyperloglog, si vous connaissez un peu. C'est la même approche. Enfin, ça ressemble à la même approche. Mon slide est un peu cassé et c'est pas grave. Comment ça marche? Donc imaginons que j'ai une colonne, là dans le papier ils appellent ça une partition, mais peu importe. J'ai une colonne avec des valeurs, donc là j'ai A, B, A, etc. En tout j'ai des valeurs distinctes. En fait je vais les hacher, on va faire un hash de ça, donc il faut prendre un hash de bonne qualité. Donc moi j'utilise Murmure 3, qui marche bien. Et donc un hash, qu'est-ce qu'il fait? Il va projeter ça dans un espace, donc sur un entier de 32 bits, disons entre 0 et 1 pour faire simple, mais bon c'est entre 1 et 2 puissance 32-1. Et en fait, il va si l'algorithme de hashing est bon, en fait, il va le répartir de manière relativement bien distribuée sur tout l'espace, à peu près, voilà, peu de choses près. Et c'est là où réside l'approximation de cet algorithme, c'est que l'approximation elle est là. Donc j'ai un certain nombre de points. Et en fait, le KMV, c'est quoi? C'est je garde les K premières, les K plus petites. Donc déjà, on est en espace mémoire constant, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de mon dataset, j'en garde K. Donc nous, dans notre cas, c'est 8000.
je peux avoir des datasets de millions et de millions d'événements, je garde toujours 8000 valeurs au maximum. Donc c'est super, super économe. C'est en taille constante. Et en fait, il y a une estimation. Alors mon animation est complètement cassée, mais c'est pas grave. En fait, si je vous donne le truc un peu intuitif, après il faut rentrer dans le papier. Il y a beaucoup de formules un peu compliquées pour prouver ça statistiquement. Mais en gros, l'intuition, c'est que si c'est réparti aléatoirement, en fait, tous mes points vont être espacés d'environ 1 sur le nombre de valeurs distinctes. Le nombre de valeurs distinctes, ils sont donc 1 sur D. 1 sur D à peu près, enfin, fois 2 puissance 32. Ça va être réparti à peu près de 1 sur D. Et avec ça, en fait, on peut faire une estimation qui est que la cardinalité de donc le nombre de valeurs distinctes est de K sur la valeur du K divisé par la valeur du H. Voilà. Alors après, il y a une page de maths très compliquée, juste pour dire que K-1 sur cette valeur, c'est un peu mieux. Je vous passe le détail et je vous laisse lire le papier. Pour fixer en fait le cas, en fait, ou la dimension, je dirais. Et ben, ça tombe bien, c'est ma slide d'après. Là, en fait, ces deux graphes montrent pour donc la taille de K, là. Ça, c'est la valeur de K. Ça, c'est l'erreur sur la cardinalité, qui est là, en erreur absolue. Erreur relative, pardon. Et donc ça, c'est sur 1 million de valeurs, et ça, c'est sur 100 000 valeurs. Donc il y a un facteur 10 entre les deux. Et qu'est-ce qu'on voit? Rien. Aucun écart. Donc c'est-à-dire que le K, finalement, enfin la puissance de l'algo dépend assez peu du nombre d'objets qu'on met dedans. Ça, c'est pas mal. Et du coup, tu regardes ce truc, tu te dis, bon, bah, moi, il me faut une erreur approximative qui est vers le 1% ou 5%. Et donc, tu regardes cette courbe. Nous on a pris 8000. On a 8000, là, et on a des très bons résultats. De quelques pourcents d'erreurs sur les cardinalités, et ça nous va bien. Alors, il n'y a pas de... C'est pas comme... donc, il y a d'autres algos comme le filtre de Bloom, si jamais tu connais, où plus tu mets des valeurs dedans, plus ils se dégradent. Là, c'est pas du tout le cas. Ils ne se dégradent pas. Par contre, les erreurs peuvent être assez erratiques. C'est-à-dire que quand tu traces ta courbe d'erreur, tu peux avoir des pics, mais globalement, tu restes dans une enveloppe statistiquement correcte. Par rapport à la projection, en fait, c'est toujours sur un espace d'une dimension ou dans le cas, par exemple, où on a un indicateur qui n'a pas, je dirais, pas de la même, je dirais, catégorie, c'est-à-dire on peut avoir des chiffres et des nombres à l'intérieur. Alors, quand il y a plusieurs types de valeurs, ou plusieurs... voilà, en fait, on fait un KMV par colonne, et ensuite, c'est ta fonction de hachage. Donc, si tu as des doubles, tu vas faire un hachage qui prend des doubles. Si tu as une chaîne de caractères, tu prends un hash qui prend une chaîne de caractères en entrée, etc. En fait, c'est juste ta fonction du hachage. Alors, le truc génial, donc c'est déjà génial, mais c'est encore plus génial parce qu'on peut faire des unions. Et c'est gratuit, c'est évident. Donc l'union est triviale, c'est-à-dire qu'on prend deux datasets, enfin on prend deux synopsis, pardon, on prend deux choses comme ça, on les merge et on prend les 4 dernières valeurs et ça reste complètement correct, il n'y a aucune dégradation, rien du tout. C'est génial. C'est comme si on avait construit un seul dataset, enfin un seul KMV et non pas deux. C'est exactement le même estimateur. Et donc cet algo permet aussi de faire des intersections, et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'il y a d'autres algos qui permettent les intersections, mais c'est un peu moins facile. Donc nous on l'a pris, c'est très facile, enfin c'est assez facile. C'est pas comme l'union, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un dessin, je suis désolé, je l'ai pas fait. En gros, l'intersection, on peut pas juste faire une union. Enfin, ça fonctionne pas comme l'union, c'est-à-dire que l'intersection peut-être qu'elle est vide. Sur l'espace de mes K min value, et c'est très difficile pour lui de reconstruire. On ne peut pas réétendre à K valeur derrière, donc c'est très compliqué. Par contre, en fait, c'est basé sur ce qu'on appelle la distance de Jacquard. En gros, distance de Jacquard, pour ceux qui se rappellent un peu leur vieux cours de maths, c'est la cardinalité d'une intersection divisée par la cardinalité d'une union. Et en fait, en faisant un peu d'opération, on a la cardinalité de l'intersection par la distance de Jacquard. Et en fait, cet algo permet la distance de Jacquard. Je vais très vite, je suis désolé, le papier est assez complet là-dessus. En gros, on a, en faisant des opérations d'union, etc. sur les KMV, on peut calculer
une estimation de l'intersection qui est de moins bonne qualité, qui est de bien moins bonne qualité que l'estimateur classique. Néanmoins, c'est super utile. Et donc, je vais vous montrer par exemple, ça c'est ce qu'on fait. Donc, tous ces points-là, ça sort directement de notre plateforme. Donc, on voit là, là où vous avez la taille des datasets. Donc, on a des datasets qui sont entre 10 000 et 100 000 lignes et des datasets qui vont entre 500 000 lignes et 5 millions de lignes à peu près. Et on voit que l'enveloppe de l'erreur sur les intersections qu'on peut avoir dans tous nos scénarios, elle est... alors, j'ai perdu mon truc. Elle est dans une enveloppe qui est de moins de 20%. Et ça, c'est juste suffisant pour nous, pour savoir, donc très très vite. En fait, ça nous permet d'éliminer les datasets non pertinents pour faire des jointures. Donc on se dit celui-là, c'est pas un candidat, etc. Donc on fait un pruning, désolé pour l'anglicisme, on va filtrer tout ce qui ne nous intéresse pas. Et on ne va garder que ceux qui sont potentiellement des candidats. Alors il y a quelques outliers, comme celui-là par exemple. Ce genre d'outlier, en fait, quand on regarde, c'est surtout quand les datasets ils ont une très faible intersection. En fait, vu que c'est basé sur une distance de Jacquard, qui est une division, etc., quand le numérateur est très petit, les trucs explosent complètement. Donc les erreurs explosent pour des intersections qui sont toutes petites, mais on s'en fiche. C'est-à-dire que s'il nous dit que l'intersection est de 5% au lieu de 2%, c'est pas grave. On sait que c'est très petit et voilà, et on passe à la suite. Et voilà. Et tout l'intérêt de ça, en fait, c'est que donc le KMV, calculer un KMV sur une colonne de data, c'est en quelques millisecondes. C'est quelques centaines de millisecondes en Spark, même sur des millions de lignes, alors que faire une jointure de deux datasets qui ont des millions de lignes, même si c'est Spark, c'est très bien, c'est puissant, etc., c'est quand même compliqué, ça fait du shuffle, ça bouge de la data. Et là, on est capable de faire des intersections en quelques centaines de millisecondes. Ça va vraiment très très vite. Et vous arrivez à lire ? Non, tout ça pour dire, en fait, ça c'est l'intégralité du code du KMV sur Spark. Ça tient en 2 pages de code, c'est simpliste. Enfin, cet algorithme est magique. Voilà. Ouais, en fait, on va le... Au début, je m'étais dit, je vais l'open sourcer, et puis en fait, j'ai honte. C'est un giste, en fait, c'est tout. C'est un giste, donc il faut juste que je fasse un copier-coller sur giste, et puis voilà. C'est vraiment très, très simple. Voilà, donc pour finir, je reprends un peu d'altitude. Voilà, notre vision à BlueDME, c'est un data exchange, c'est l'internet de la data, l'échange de la donnée à tous les niveaux, que ce soit dans l'entreprise, dans le groupe, dans une filière industrielle, entre des partenaires, sur l'internet mondial. Voilà, ça c'est vraiment notre vision. Nous, on pense qu'on peut calculer la valeur de la donnée et donc monétiser la donnée comme ça. Et c'est ça qu'on veut construire. Voilà. Si vous avez des questions, merci. N'hésitez pas. Vous restez toujours sur les 8000 data, vous dites, si vous faites le calcul, si vous achetez la donnée, alors vous gagnerez tant. Maintenant, ça vous demande si vous voulez l'acheter. Alors, en fait, il y a 2 questions là-dedans. La première question, c'est est-ce qu'on fait le calcul complet ? Oui, alors c'est-à-dire que l'algorithme que j'ai montré à la fin, c'est pour faire le tri, c'est-à-dire qu'on est capable de passer de 3000 datasets à 75 à évaluer en quelques secondes. Donc ça, c'est juste pour s'épargner en fait du travail inutile. Ça, c'est un premier truc. Mais une fois qu'on a fait cette première sélection, on va quand même exécuter les jointures, on va quand même faire tourner les modèles de data science, de machine learning, et on va quand même mesurer les classifications à la sortie. Donc on va quand même faire ces calculs pour mesurer la valeur. La deuxième question, je vais essayer d'y répondre. On ne garantit pas le modèle qui est produit, c'est-à-dire que nous, on est, enfin, comment dire, c'est une machine, c'est pas un data scientist. Le data scientist, c'est une compréhension de la data. Il va dire, ok, cette colonne, c'est idiot, on va pas le prendre. Telle colonne, elle est plutôt pertinente, elle a probablement une corrélation. On a des intuitions, des choses comme ça que le data scientist a, que la machine n'a pas. Elle n'a pas d'intuition. C'est-à-dire que si elle trouve une corrélation avec le nombre de spectacles de danse qu'il y a dans le Finistère, c'est probablement une erreur. C'est probablement une erreur aléatoire comme on peut avoir en data science, etc. Mais nous, on ne le voit pas. Donc au bout du bout, c'est comme le data scientist qui prend sa décision, qui dit « Ok, ce dataset, il a l'air intéressant ». Mais nous, notre algo, en fait, il a mécanisé
la recherche et il a vraiment éliminé tout ce qui était inintéressant. Et il permet de mettre le projecteur sur les datasets qui sont potentiellement intéressants pour le data scientist. Après, est-ce qu'il fait l'échange, est-ce qu'il achète? Là, c'est un peu plus compliqué encore derrière. Mais... Donc, si j'essaie de répéter, de reformuler ta question. La question, c'est est-ce qu'il y a un data lake ou est-ce qu'il n'y a pas de data lake? Exactement. Alors, notre approche, c'est une approche qui est plutôt fédérale. Donc, techniquement, il faut que les données, qu'elles soient accessibles à Spark et qu'on puisse faire les calculs dessus. Donc, techniquement, il faut quand même qu'il y ait un cluster. La grosse différence qu'on essaie d'avoir par rapport aux pratiques habituelles de data lake. Je ne dis pas qu'on a vu tous les data lakes et toutes les démarches de toutes les entreprises, je ne dis pas ça. Je dis que ce que nous on a vu jusqu'à présent, c'était que les data lakes, c'était des espèces de projets qui essaient d'englober tout. Ok, on va faire un data lake, on déverse tout dedans, puis on verra après. Et en général, les directions métiers sont réticentes à mettre de la donnée, leurs données dedans, parce qu'ils ne savent pas comment ça va être utilisé, etc. Nous, on dit, non, si vous voulez garder des cloisons, gardez vos cloisons. Celui qui met le dataset, il est responsable de ce dataset, il y a son nom dessus. Dans les IHM, il y a uploadé par un tel. Du coup, si tu veux l'appeler, donc quand c'est à l'intérieur d'une entreprise, tu l'appelles et tu dis, bon, ton dataset c'est quoi, d'où tu l'as eu, etc. Et donc, on va respecter les frontières organisationnelles qui existent, même si techniquement on déverse tout. Et puis après, les gens s'organisent entre eux pour faire les échanges.